Le budget voté par la Commission des finances reste dans les grandes lignes conformes à la décision du gouvernement, mais ne comprend pas la grande réforme prévue sur les locations. Et nous retrouvons tout de suite Daniel Guggenheim pour la revue de la presse économique. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne tout le monde, c'est le budget, ce fameux budget. On voudrait avoir un petit peu de précision. Qu'est-ce qui a été voté et qui mérite en tout cas notre attention ? Oui. D'abord, il n'a pas été voté totalement. Été voté encore. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il a été voté à ce qu'on appelle la Commission des finances. C'est-à-dire que, normalement, il ne devrait pas avoir des grands changements par rapport à ce qu'on va voir définitivement la semaine prochaine ou à la fin du mois. Disons que c'est un pré-budget final. Oui. On sait les grandes lignes et on sait les choses importantes qui normalement ne devraient pas changer. La première chose, c'est que c'est un budget qui a de 514 milliards de shekels, c'est-à-dire qu'il est à 6% plus important de ce qu'il était l'année dernière. Donc, on voit plus ou moins comme l'inflation. Il n'y a pas augmentation massive du budget. C'est important de le dire parce que, comme l'a souligné l'entreprise de notation S&P, qui, elle, a donné sa cote cette semaine à Israël, a dit que elle apprécie la politique fiscale du gouvernement qui est très sérieuse et qui ne fait pas qu'il y ait des déficits comme elle voit dans beaucoup de pays. On parle souvent de ce sujet-là, mais c'était encore une autre société de cotation cette semaine qui a dit, moi je baisse pas la note d'Israël parce que je vois justement que la macro est bonne. Et d'ailleurs, elle a été accompagnée, c'est marrant, la même semaine avec le FMI qui est très important, le Fonds monétaire international qui est venu faire une grande enquête ici en Israël et qui est arrivé aux mêmes conclusions. Bien entendu, tous les deux ont dit, je dis ça sans l'histoire de la réforme judiciaire, évidemment. Mais ça, de toute façon, on va pas revenir ici, mais c'est quelque chose dans le futur. Mais en ce qui concerne le présent, ils étaient contents. Pour revenir à notre sujet donc du budget. Alors, d'abord, comme d'habitude... Alors, il a pas augmenté, Daniel, mais la répartition est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est-à-dire que, comme ça avait été prévu, un budget est toujours le reflet d'une majorité gouvernementale. Et il y a ici des partis qui représentent des couches sociales défavorisées. Et c'est un budget plus social que les autres. Il y aura distribution de bons alimentaires pour les plus défavorisés. Il y a évidemment, on sait, beaucoup plus d'argent pour l'éducation orthodoxe. Mais ça, encore une fois, c'est dans le marginal. Pourquoi je dis dans le marginal? Ce qui a, cette semaine, fait énormément d'écho dans la presse. D'ailleurs, j'ai vu que dans Kalita, il y a eu aussi, vous en avez parlé, c'est ce qu'on appelle le fonds de la Arnouna. C'est-à-dire que... Et oui, ça a défrayé la chronique. On en a parlé, Daniel Haïk, on a parlé avec l'économiste Jacques Bendellac. Oui, tout à fait. Et comme d'habitude, c'est des fois des sujets qui sont pas tellement importants qui prennent la place parce que c'est quelque chose que la presse veut faire entendre. De quoi il s'agit? C'est une vieille réforme du ministère des Finances que des années ils essayent de faire passer. Quelle était l'idée? Que les villes qui sont les plus riches, où il y a énormément d'entreprises là-bas, où donc la Arnouna, l'impôt foncier très élevé, prélève une toute petite partie de ça pour aider aussi les pauvres, les villes qui sont dans la périphérie où il y a moins d'affaires, par exemple Tel Aviv contre Dimona, disons, ou des choses comme ça pour vraiment dire à l'extrême. Il y a des voix qui se sont élevées, on va dire, parmi ces municipalités qu'on va dire favorisées, en disant, certains ne veulent pas payer, quoi. Ils sont vraiment scandalisés. Ils ont même fait de la grève pour cela, mais j'ai vu un article dans De Marker qui n'est pas considéré comme un organe qui soutient le gouvernement. Il est toujours à critiquer, il est de gauche. Oui. Et il avait Miralozov, qui était encore elle-même une journaliste très, très critique à ce gouvernement. Elle a dit qu'au fait, il s'agit de 1% du budget des villes. Ça veut dire, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est quelques dizaines de millions de shekels. Simplement, comme ils ont élevé la voix, ça leur a permis même de négocier et de donner moins de ce qui était prévu au début. Il faut dire, on en parlera
je pense plusieurs fois dans cette chronique, c'est une des idées du ministère des Finances, je pense qu'elle a raison, c'était de dire, je vois que les villes sont beaucoup plus intéressées à avoir des affaires, des entreprises ou des bureaux plutôt que des logements parce que ça lui donne plus d'argent. Je vais un peu les décourager. Et donc, ça pourra faire qu'il y aura plus de logements à Tel Aviv ou plus de logements dans des endroits comme ça, et ça pourra aider à résoudre le problème très très grave en Israël de l'immobilier. C'était aussi là-dedans. Mais donc bien sûr entendu, c'est normal que ça soulève la colère de certaines municipalités sur les plus riches et qui disent que eux, des fois, ils font faire venir des entreprises et même en prenant des emprunts. Et donc maintenant, ils voient qu'on leur prendra même l'argent de l'usufruit pour lequel ils ont beaucoup travaillé. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser toutes les choses. Une chose justement que je voudrais dire, une dernière chose que je voudrais dire par rapport au budget, c'est ce qu'il n'y a pas. Il devait y avoir une réforme, puisqu'on parle maintenant d'allocation, très très importante, et c'est à mon avis dommage qu'elle n'ait pas eu lieu, en disant ils voulaient faire la chose suivante. Quelqu'un qui a, par exemple, qui est propriétaire d'un appartement, qui le loue, mais il n'habite pas dedans, qui puisse déduire, si jamais il doit payer un impôt, le fait que lui-même il loue un appartement. Donc ça aurait permis, en vérité, peut-être de mettre maintenant des appartements plus en location, de faire la vacance d'appartements. Les propriétaires qui sont à l'étranger et qui préfèrent fermer leur appartement que de les louer, c'est un peu dommage, mais bon. Surtout qu'il y a des jeunes qui sont obligés de louer parce qu'ils sont à côté du travail et qui peuvent pas habiter là où ils sont parce que c'est moins cher. Et donc ça aurait résolu ce problème. Et surtout, ce que je pense qui est très très important, tous les gens qui auraient loué, même qui sont des propriétaires qui ont des locations, auraient dû faire un rapport très très simple aux impôts en disant « Sachez que j'ai un appartement que je loue, et voilà, c'est tout. » Et je le loue à temps, ça aurait pas fait que les gens auraient été obligés de faire une feuille d'impôt, mais juste de faire un rapport très simple. Ça a été quelque chose qui aurait peut-être fait la colère de tous les propriétaires qui, en vérité, ne veulent pas déclarer le prix de location. Donc, c'est à mon avis peut-être ça aussi pour lequel ils n'ont pas fait ça, mais c'est un problème parce que si le gouvernement dit qu'il veut lutter contre l'argent noir, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas déclaré, ça aurait été très facile de le faire et ça aurait surtout, à mon avis, donné un bon dynamisme à l'immobilier. Mais le ministère des Finances dit que ça passera après. Je ne sais pas, mais pour l'instant, vous savez ce qui ne se passe pas au moment du budget. Des fois, ça passe pas. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Voilà. Daniel, à présent, on parle encore et toujours d'augmentation de l'indice des prix du mois d'avril. On parle de 0,8%. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que cette augmentation va s'arrêter? Ou est-ce que les prix vont se stabiliser en Israël? D'abord, comme d'habitude, les économistes se sont trompés. Ils ont fait des prévisions et les prévisions étaient de 0,4, 0,5 maximum. Ils se sont trouvés à 0,8. Donc, ils étaient très en colère de s'être trompés et donc ils ont beaucoup fait de critiques et notamment sur le gouvernement. Comme d'habitude, on va essayer de faire une courte analyse justement pour savoir ce qui s'est passé, peut-être pour dire peut-être ce qui se passera aussi après ou donner des grandes lignes. Moi, faut toujours se méfier bien sûr des prévisions. Point de vue de ce qui s'est passé là. Il y a eu d'abord un problème saisonnier. Les fruits d'été, comme les gens l'ont vu par exemple, sont rentrés maintenant sur le marché et c'est connu que quand ils rentrent sur le marché, ça fait augmenter énormément le prix des fruits. Vous l'avez sûrement tous vu ça. C'est arrivé d'ailleurs en avril dernier. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle c'est tous les ans le même mécanisme. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est toujours sur un rythme de 5%. Ça veut dire qu'il y a des choses saisonnières à ce mois-là. Et rythme de 5% d'inflation. D'inflation annuelle. Okay. Et donc c'est pour ça que il faut pas s'étonner de cette augmentation des fruits et de légumes. Mais on va avoir une contrepartie le mois prochain, parce que si maintenant vous faites vos courses et vous avez dit qu'au mois de mai, ça baisse fortement les prix des fruits et légumes. Bon, donc pour l'instant, on en est à 4% là. D'augmentation. Oui, mais en mai, comme j'ai dit, ça va on le voit que ça baisse. Deuxièmement, une chose très importante qui a augmenté, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est vacances à l'étranger, de 9%. Ça, c'est très très important. Personne s'y attendait, mais c'est dû aussi. C'est les vols surtout. Les vols et aussi acheter une place d'hôtel à l'étranger. D'accord.
Quand vous avez un euro qui, pour les Français, qui passe rapidement de 3,80 à 4 shekels, alors c'est normal que ça augmente comme ça. Il ne faut pas non plus s'étonner. On en parlera, à mon avis, c'est d'ailleurs une erreur de la Banque d'Israël d'avoir laissé le shekel se dévaluer de façon brusque lorsqu'il y a une période d'inflation comme ça. Donc ça, c'est point de vue des voyages étrangers. Qu'est-ce qui se passe sur le marché local en Israël? On parle beaucoup des difficultés des gens à se loger, du coût et des appartements. Alors bien sûr à l'achat, à la location, il se passe quoi? Alors, à l'achat, puisque vous avez dit le mot, pas de changement, c'est-à-dire il n'y a pas d'augmentation, c'est stable. Okay. Sur un an, on est passé de 20% d'augmentation des prix à 11%. Ça, c'est une chose. Et en plus, une analyse montrerait qu'en vérité, on est à une baisse de 6-7% par rapport au pic de octobre dernier. Donc, okay. Ça, c'est une bonne chose. Point de vue des locations, et là, c'est un réel problème. Il augmente, d'après donc l'Institut statistique, il a augmenté de 9%, jusqu'à 9%. Ça dépend. Il y a c'est-à-dire les gens qui étaient des nouveaux locataires, ont dû payer jusqu'à 9%. Même, j'ai vu un article cette semaine qui disait que, en vérité, d'après lui, et c'est un spécialiste des locations parce que il a une entreprise qui fait des fonds, que justement il achète des entreprises des appartements pour les louer. Il a dit, c'est même, je dirais, de 20 à 40%. Et que pourquoi alors l'Institut des statistiques ne parle que de 9%? Le delta est énorme. Est énorme. Et pourquoi, d'après lui, les statistiques ne donnent que 9%? Parce qu'il dit les gens. Comment c'est basé? C'est basé sur les gens parce que justement il n'y a pas. C'est une enquête faite auprès des personnes, de la population. Par oral. Et il n'y a pas de document qui est donné aux impôts. Et donc, dans ce cas-là, il a dit, les gens ne disent pas tout. Ils vont pas dire, voilà, on a augmenté de 40%, maintenant on a 10 000 shekels, parce qu'immédiatement, ça voudrait dire qu'ils devraient payer l'impôt. Ça veut dire que les gens ne racontent pas qu'il y a une partie du loyer qu'ils touchent en espèces. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il a raison. Et donc, ça, effectivement, c'est un problème. Maintenant, ce qu'il faut dire, une chose, on a dit aussi, maintenant on est au départ des États-Unis, eux ils ont réussi de passer de 9% l'année dernière à moins de 5%, maintenant 4,9%. Maintenant nous on n'arrive pas. Oui, mais il faut aussi vérifier ce genre d'allégations parce qu'il faut voir de quoi il s'agit. Aux États-Unis, par exemple, l'énergie, c'est quelque chose qui a énormément de poids dans l'indice, plus qu'en Israël. Et quand le pétrole baisse très fortement, comme il est maintenant tout $70, alors que récemment il était à plus de 80, alors effectivement aux États-Unis les prix baissent, mais je ne sais pas si ça rapporte tellement avec les taux d'intérêt de la Fed. Et pour revenir maintenant, la question clé est que les gens, souvent les Oli me demandent les problèmes de la Banque d'Israël. La Banque d'Israël, elle va, de toute façon elle voulait augmenter parce que la Fed a augmenté, elle voulait augmenter de 0,25%. Donc la Banque d'Israël s'aligne toujours sur les Américains pour l'instant. Tout à fait. OK. Elle voulait de toute façon augmenter de 0,25%. Le 22 mai, donc c'est le jour où elle rendra sa décision. On parle même qu'elle ferait peut-être plus 0,5%. Maintenant, je dirais la chose suivante. Comme je l'ai dit, quand la Banque d'Israël fait ça, elle doit se rendre compte qu'à part augmenter les bénéfices des banques, maintenant on les voit au premier trimestre, c'est quelque chose de faramineux, c'est surtout un problème aussi pour les coûts de production. Parce que quand une entreprise doit maintenant payer plus à sa banque, donc on peut pas lui dire alors n'augmente pas tes prix, parce que sinon il va faire faillite, d'accord? Donc c'est OK les profits bancaires, mais ça retombe sur la population, quoi. Tout à fait. Et donc, en fait, là aussi, il pourrait jouer un rôle plus important, et à mon avis, au lieu de jouer comme ça sur les taux d'intérêt. Et c'est pas ça qui, en Israël, est la cause d'inflation, parce que, effectivement, le chômage, il a dit, je suis pas content, le chômage reste bas en Israël, il reste à 3%. Je voudrais qu'il y ait de la récession, comme ça, l'inflation va baisser. Attendez, d'abord, c'est pas gentil pour les gens qui travaillent. Et puis, de vouloir que le chômage augmente. C'est inquiétant, je dirais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je vois, le marché du travail est trop bien. Et il faut, que la machine économique, on a eu les chiffres maintenant de la croissance, 2,5% premier trimestre, c'est très très bien. Et les économistes et le gouvernement s'en félicitent, lui pas. Parce qu'il pense qu'il faudrait qu'il y ait une récession. Mais c'est un problème. Et je pense qu'il aurait dû soutenir plus le shekel. Il a des façons très
importantes de le faire. Il peut acheter du shekel en vendant du dollar. Il en a 200 milliards dans les caisses. Ouais, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il peut aussi parler pour renforcer la force du shekel. Il suffit de faire quelques déclarations. Et ça, il ne l'a pas fait. Et donc, ce genre de choses pourrait être beaucoup plus bénéfique pour l'inflation que ce qu'il fait à l'heure actuelle. Alors, on a parlé du marché locatif, on a parlé un petit peu des prix à la vente. Il y a eu des nouveaux chiffres qui viennent de sortir. Qu'en est-il vraiment des transactions immobilières ? Est-ce que c'est le moment d'acheter ? On pose toujours la question, Daniel, ou pas ? Oui. Alors, d'abord, les chiffres, justement, ont été publiés cette semaine par divers organismes. D'abord, par la Banque d'Israël concernant les prêts hypothécaires. Il y a une baisse de près de 50% de demandes de prêts hypothécaires par rapport à ce qui était l'année dernière, il y a 12 mois. C'est énorme. C'est énorme, bien sûr. On est passé à 6 milliards de shekels, alors qu'on était à plus de 12 milliards, autour de 12 milliards l'année dernière, en moyenne. Et donc, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, j'ai vu un article qui disait que 20% des agents immobiliers sont partis, c'est-à-dire ont quitté le métier, ouais, en tout cas provisoirement, qu'il y a vraiment une congélation de ce marché-là, qu'il y a très très peu de transactions et les gens qui vivent de ça ont beaucoup de problèmes. Ça, c'est au point de vue de ce qu'on voit au niveau des prêts hypothécaires. Mais également, l'économiste du Trésor a publié des chiffres sur les transactions de toute façon du mois d'avril et la tendance s'accentue en mai. C'est aussi également une baisse de 50% par rapport à ce qu'on voyait l'année dernière, autour de 6 000 appartements seulement vendus par mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est une baisse très, très importante des transactions. Et on parle d'endroits comme Tel Aviv, où j'ai vu, ou même, on dit là-bas, les baisses ont été de 75%. Donc, il y a des 75% de baisse à Tel Aviv. De baisse, pas du prix, des transactions qui sont faites. Ce qui se passe, c'est que, à part, à mon avis, le 9, où les promoteurs sont obligés de vendre parce qu'ils sont tenus à la gorge avec des très grandes charges de dette et des choses comme ça. Dans ce qui est de seconde main, apparemment, les vendeurs ne sont pas prêts à vendre à n'importe quel prix. La demande est très faible, mais les vendeurs ne sont pas prêts à baisser les prix autant que les acheteurs pourraient acheter, puisqu'ils ne s'adaptent pas au marché, les vendeurs. Voilà, pour l'instant. Maintenant, vous avez posé la question fondamentale. Est-ce que je conseille maintenant d'acheter ? Oui, non. On voudrait savoir. Je le dis fortement, et la prévision de tous les économistes, mais ça c'est clair, pour l'instant, dans les prochains mois qu'on voit, il y aura une baisse encore accentuée des prix de l'immobilier. Donc on attend. Donc c'est les gens qui peuvent, ils attendent d'ailleurs, ils le font parce que on voit au niveau des locations, les gens restent dans la location parce que d'abord ils voient d'ailleurs que le marché baisse et ils ne peuvent de toute façon pas payer au prix même qui sont demandés même maintenant par les vendeurs ou par les promoteurs. Et donc à moins que quelqu'un vraiment pour des raisons personnelles soit obligé, je déconseille maintenant de le faire et je suis sûr que c'est psychologique comme les gens s'attendent à une baisse des prix, alors ça fait que le marché, lui aussi, à la contraire de l'année dernière, va continuer à baisser. On continue avec maintenant un sujet important. On a vu au début du mois de mai des appels des courtiers en assurance en nous incitant à prendre vite des polices d'assurance vie, etc., à organiser son épargne parce que on allait rentrer dans une période où les contrats proposés, je crois que c'était jusqu'au 2 mai ou 1er mai, allait être obsolète, on allait perdre beaucoup d'argent. Les conditions allaient être moins bonnes. Qu'en est-il exactement, Daniel ? Oui. D'abord, s'il y a cette campagne, c'est pour la raison suivante. Le produit financier qui est le plus vendu par les compagnies d'assurance, c'est ce qu'on appelle les polices d'épargne. C'est vrai, en France, c'est ce qu'on appelle l'assurance vie. Mais il faut faire attention en Israël. Là, quand on parle d'assurance vie, c'est tout à fait autre chose. En Israël, il faut le savoir. Surtout pour les Français qui viennent. L'assurance vie en Israël, c'est souvent, si vous avez dépassé un certain âge et que vous avez mis de l'argent, vous touchez beaucoup moins. Et si vous avez une longue vie, comme je le souhaite à tout le monde, des fois, vous n'avez plus rien. Alors, c'est pas un placement sûr comme en Europe. C'est un placement qui est bien pour des jeunes couples qui ont peur tout d'un coup, qui veulent avoir de l'argent au cas pour les enfants, pour la femme ou pour le mari, si jamais il y a un besoin. Donc, il faut faire très attention en Israël pour l'assurance vie. En gros, c'est pas comme vous avez l'habitude en France. Par contre, ce qu'on appelle les polices d'épargne,
Ça, c'est un produit qui est d'épargne, c'est-à-dire vous mettez l'argent et c'est capitalisation, ça veut dire plus ça marche et plus vous avez d'argent là-bas, quand vous le voulez, qui ailleurs c'est liquide, vous pouvez le prendre. Maintenant, c'est un produit qui a très bien marché parce que je voudrais dire qu'en 2018, il y avait 70 milliards de shekels. Il est arrivé jusqu'à fin 2021 jusqu'à 115 milliards de shekels, donc c'est très important. Et maintenant, il a baissé de 10 milliards de shekels justement cette dernière année. C'est dû, et la presse en a parlé, c'était dû à quoi? Les taux qu'on pouvait avoir d'épargne dans les placements sans risque, souvent des dépôts bancaires, disons-le, étaient pendant des années nuls. C'est-à-dire c'était entre 0 et 1,5%. Donc les gens cherchaient quelque chose qui, à moyen terme, leur donnait quelque chose. Et effectivement, ces produits-là, jusqu'à ces dernières années, donnaient en moyenne pluriannuelle de 3 à 5%, ce qui était très bien et les gens étaient très contents. En plus de ça, que les gens pouvaient utiliser cet argent-là comme un emprunt très très bon marché et multiplier leur investissement, ce qu'on appelle en finance l'effet de levier. C'est très risqué, mais des fois, quand ça marche, ça peut donner de bons fruits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, on parle d'une baisse assez importante de ces épargnes. Oui. Maintenant, je dirais une dernière chose, parce que c'est important pour les Olim. Il faut savoir que quand vous faites venir de l'argent de France en euros et que ça arrive à la banque, à part les problèmes bureaucatiques que vous savez de blanchiment d'argent, ça peut vous coûter jusqu'à 2% de commission. Là-dessus, non. Si vous faites venir de l'argent de euros en France, vous les mettez dans ces polices d'épargne qui ont d'ailleurs plusieurs circuits. Dans ce cas-là, il n'y a aucun, ils n'ont pas à reprendre d'argent là-dessus, donc c'est net. Vous gagnez tout de suite 2%. Donc on gagne la commission de change. Oui, c'est important. Et la bureaucratie très importante aussi pour faire venir de l'argent de France en Israël. Pour ça, beaucoup de fois, moi-même, j'ai recommandé souvent à des Olim de mettre une partie de leur épargne dans ces polices d'épargne parce qu'il y avait des avantages fiscaux, les avantages dont je viens de parler, point de vue de faire venir l'argent de l'étranger, et surtout, très important, on pouvait mettre des ayants droit, c'est-à-dire qu'en cas de décès, vous savez, dans une banque, tout est bloqué, et là, immédiatement, l'argent est versé à la famille, et c'est quelque chose qui est très, très important, et surtout dans les cas très douloureux, et d'ailleurs, qui vaut plus que 1,5 ou 1% en plus qu'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez, Daniel, donner le nom de cette épargne? Ça s'appelle comment? Parce que souvent, les Français arrivent, ils n'ont pas le terme adéquat. Oui, en Israël, ça s'appelle Polissat Risachon. Et en français, police d'épargne. Tout simplement. Et il a aussi des avantages fiscaux que n'ont pas l'ensemble des produits financiers autres. Ça a été fait aussi pour relancer l'épargne à moyen terme, mais aussi parce que c'est régulé par le marché des financiers. Et à l'époque, ils voulaient donner beaucoup de travail à cette autorité, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui marchait bien. Maintenant, pourquoi je le dis, c'est important de dire que ça a baissé, mais d'ailleurs ce dernier mois, les gens retirent moins l'argent. Il y a plusieurs choses qui louent. Peut-être des gens auraient dû choisir des circuits moins volatiles. Il y a des gens que, par exemple, ils sont pas faits du tout pour voir, même virtuellement, qu'ils ont perdu un peu d'argent. Mais c'est virtuel tant que vous n'avez pas pris, bien entendu. Maintenant, ce qui s'est passé, il faut le dire. En fait, 2021, ces produits-là, on fait ce qu'on appelle le général, c'est leur produit phare, on fait plus 14. Alors, quand ils ont fait après moins 7 en 2022, les gens regardaient ce qui s'est passé en 2022. Maintenant, depuis 2023, ça remonte un petit peu. Alors, c'est une question aussi beaucoup d'éducation financière, de voir où on en est, quel est mon besoin. Toujours, je dis aux gens, quand ils me posent des questions, il n'y a pas de réponse absolue, il y a une réponse par rapport à vous. C'est le bézaba de la conseil en investissement. D'ailleurs, souvent, je pense que et les banquiers et les assureurs ne font pas ce travail. Je dis souvent ce que je vois. Et il faut absolument adapter le produit, il faut bien demander à la personne et voir sa psychologie ou elle, parce qu'il y a des gens on leur a dit, et, vous savez, ça peut baisser, ils n'ont pas entendu le mot ça, virtuellement encore une fois. Si des gens, généralement, gardent un certain temps, ça peut... Concrètement, donc là, ça a baissé de 0,8, c'est ça? Non, ça a baissé même de 8%, les encours, ça veut dire les gens ont retiré leur argent de 10%, à peu près 10%. On était à 115 milliards, on est autour de maintenant de un peu plus de 100 milliards de shekels. Mais ça s'est arrêté. Les gens, maintenant, ont arrêté de retirer leur épargne de ça parce qu'ils voient que, de nouveau, ça redonne les bons intérêts. Mais il faut faire attention parce que, et c'est ça une question d'éducation financière, il faut voir si on peut ou pas
supporter une perte virtuelle. Il y a d'ailleurs des produits qu'on croit sans risque et qui le sont en fait parce que les analystes financiers eux-mêmes n'ont pas analysé que ce produit pouvait baisser. C'est arrivé d'ailleurs pour des produits comme les obligations d'État. Attention, on peut perdre de l'argent, bien sûr. Oui, même les obligations d'État en Israël ont perdu 20% en 2 ans. Qui aurait pensé ça? Bon, alors voilà, c'était en tout cas très intéressant comme toujours, comme chaque semaine, Daniel. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci, au revoir.